Député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Je suis particulièrement heureuse d'avoir l'occasion de m'exprimer sur le projet de loi S7 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un projet de loi qui nous arrive directement de ce merveilleux autre endroit. Et cet autre endroit, c'est vraiment le cadeau qui, une fois reçu, continue de donner. Et c'est une occasion si rare, si spéciale d'avoir justement la chance de constater le bon travail que les sénateurs accomplissent durant leur très long mandat. Parce qu'on pourrait oublier qu'ils existent quelquefois. Mais non, et pour s'y move, comme disait Galilée. J'aimerais vous réciter le titre du projet de loi S7 pour mieux nous situer. C'est le projet de loi modifiant le Code criminel, la loi sur la preuve au Canada et la loi sur la protection de l'information. Ce titre plutôt ennuyant cache une série de mesures qui cherchent à modifier nos lois antiterroristes. Toutes ces modifications ont leur origine dans la panique qui a suivi le 11 septembre 2001. Pour cause, l'Occident s'est réveillé un beau matin avec à sa porte des menaces plus que concrètes. Nos voisins américains ont été durement éprouvés et nous avons tous compris que la forteresse nord-américaine pouvait être beaucoup plus vulnérable qu'on le croyait. Depuis, nous essayons tant bien que mal d'équilibrer notre peur, notre incompréhension et nos capacités à nous défendre. Vouloir protéger son pays du terrorisme, c'est tout à fait normal. Vouloir prêter main forte à son voisin, son allié le plus proche, c'est tout aussi naturel. Les Américains, malgré leur grande expertise, ont dû apprendre à faire face au terrorisme de la pire manière possible. Leur territoire a été attaqué et leurs gens sont morts sans préavis. L'histoire du terrorisme au Canada, cependant, est bien mince. Le pays n'a pratiquement jamais été attaqué par une puissance étrangère, sauf les États-Unis, et n'est possiblement pas une cible prioritaire pour personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. Sauf que je tiens quand même à rappeler à tout le monde que la menace, bien que possible, reste relativement imaginaire. Pour le public canadien, les actes de violence et de terreur se sont résumés au cours des années, surtout à d'occasionnelles fusillades, mais aussi à l'incident d'Air India en 1987. La destruction du Boeing d'Air India par une bombe au large des côtes de l'Irlande a été un réveil brutal pour nos services de sécurité. C'est une tragédie honteuse qui a exposé notre faiblesse. Un an plus tard avait lieu l'explosion du vol de Paname à Lockerbie. Et depuis, la sécurité aérienne n'est plus du tout ce qu'elle était. Les fusillades qui ont lieu chez nous, quant à elles, je pense à la tragédie de la Polytechnique et à celle du Collège Dawson, ne constituent pas en soi des actes de terrorisme. Ce sont des actes terrifiants, mais qui nous ont tous choqués et alarmés, mais il s'agit d'actes isolés qui n'ont pas de motivation politique. Pour chercher à contrevenir ces actes désespérés de violence, nous avons créé, par exemple, le registre des armes d'épaule, que les conservateurs cherchent à abolir le plus rapidement possible. Donc, les seuls actes de terreur qui ont été perpétués au Canada de façon répétée, S7 ne vient aucunement essayer de les prévenir. J'ai vécu dans un pays où la menace du terrorisme était quotidienne. À Moscou, il fallait toujours être sur ses gardes. Avant d'entrer dans un wagon de métro, on jette un coup d'œil inquiet sur les passagers. Dans un espace public très fréquenté, on est toujours assailli par cette même crainte que peut-être quelque chose pourrait arriver. Parce qu'en Russie, il arrive souvent des attentats graves. Le simple fait d'envoyer un colis par la poste russe est toute une entreprise. Il faut l'emballer devant la postière et elle va sceller le paquet elle-même avec un ruban adhésif spécial. Cette opération peut facilement durer 30 minutes. C'est un petit geste de la vie qui est rendu super compliqué par la peur de la peur. Je critique pas les Russes. Ils gèrent cette situation du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Quoi qu'on en dise, le Canada n'a jamais connu un climat de peur semblable. Bien que les membres de ce Parlement aiment répéter que certains partis politiques québécois actuels sont des partis extrémistes, j'aimerais rappeler à tout le monde que Québec solidaire n'a rien à voir avec le Front de libération du Québec. Vraiment, vous pouvez dormir tranquille. Nous pourrions aussi parler du terrorisme domestique, qui est une menace beaucoup plus sournoise, dans le sens où on préfère ne pas la considérer comme possible. Qui, il y a 2 ans, aurait pu prédire un attentat terroriste au beau milieu d'Oslo? La Norvège, le pays le plus paisible, le plus prospère, le plus éduqué et le plus gentil du monde. Personne. Donc, que propose S7 pour contrer le terrorisme et mieux protéger les Canadiennes et les Canadiens? Je dirais pas rien, mais presque rien. L'objectif original de la loi antiterroriste était de mettre les lois canadiennes à jour afin de répondre aux normes internationales, notamment les exigences des Nations unies, et de présenter une réponse législative aux événements du 11 septembre 2001. Et depuis 2001, nous avons eu l'occasion de réviser cette loi qui a été adoptée en réaction à un événement particulier, ayant plongé les gens dans un état de panique. Nous avons appris qu'il n'y a en fait aucun élément pour justifier une telle loi. Lorsque ces dispositions sont venues à échéance en 2007, on a constaté qu'il n'y avait eu aucune audience d'investigation et aucune situation où on a eu besoin de recourir à un engagement assorti de conditions. Et la loi antiterroriste canadienne a été en grande partie harmonisée avec celle de nos alliés traditionnels. De plus, le Code criminel contient amplement de dispositions pour agir de façon efficace, rapide,
sans brimer les droits fondamentaux de quiconque. Parce que justement, S7 propose aussi la confiscation de droits civils fondamentaux. Nous comprenons que le terrorisme est une menace évanescente, imprévisible et qui peut échapper facilement à toute notre vigilance. Il ne faut pas pour autant devenir totalement paranoïaque. Comme je l'ai dit plus tôt, malgré que ce soit possible, le Canada n'est pas une cible pour personne. Tout l'esprit de S7 est beaucoup plus habité par le besoin de protéger les États-Unis. C'est comme si on acceptait implicitement que le Canada lui-même n'était pas menacé, mais risquait de servir de passoire. Nous avons peur d'être l'antichambre des États-Unis où les djihadistes viennent amorcer leurs bombes. Est-ce le cas? C'est à se poser la question si tout ça n'est simplement pas une demande des Américains, comme ce fut le cas en 2001, mais j'en doute. Nous ne sommes définitivement plus en 2001 et les États-Unis ont tourné la page et n'appliquent plus la même pression sur le Canada qu'avant. Alors, pourquoi insister tant pour réintroduire les clauses qui ont expiré en 2007? Quelle est l'urgence? Pourquoi le Sénat nous envoie un texte législatif aussi peu inspiré et qui date d'il y a 10 ans? Que nous vaut ce retentissement inopiné? 2 explications me viennent en tête. La première, c'est que ce projet de loi prend le parquet du Parlement pour dévier l'attention des Canadiens du mince menu législatif de ce gouvernement. Et puis, il faut démontrer que le gouvernement conservateur se sert de son caucus sénatorial une fois de temps en temps. Tant qu'à nous servir du réchauffé législatif, autant le faire venir de la cuisine du Sénat. Les Canadiens savent d'ailleurs pas trop où ils se trouvent, dans une espèce de Twilight Zone parlementaire. Et les sénateurs ne sont pas à risque, puisqu'ils ne sont pas redevables auprès du public canadien, et n'ont pas à affronter l'électorat dans 3 ans, tant qu'à n'être redevable qu'à Dieu le Père lui-même. L'autre explication possible, c'est peut-être que le gouvernement conservateur veut définitivement se débarrasser de ces clauses de temporisation qui ne sont plus applicables, surtout parce qu'elles n'ont jamais servi. Je crois que le gouvernement n'en veut même pas et qu'il débat de S7 sans trop y croire. J'ai hâte de voir le vote en 2e lecture parce que, selon moi, S7 n'est qu'une tentative de montrer que les sénateurs travaillent. C'est dommage, il y avait des projets de loi provenant de l'autre endroit qui avaient beaucoup plus de pertinence et de substance. Le Sénat est rempli de gens talentueux, intelligents et accomplis. Ça serait bien qu'ils commencent à servir à quelque chose. Pour en revenir sur les quelques aspects qui me dérangent le plus de ce projet de loi, émanant du Sénat, il y a justement le fait que ce n'est pas la première fois qu'on en fait le débat. Des témoins sont venus nous dire explicitement qu'il y a des problèmes flagrants avec certaines dispositions de ce projet de loi. Ce qui est reproposé n'a jamais servi et ne servirait possiblement jamais non plus. On nous l'a expliqué de long en large. Clairement, ces dispositions n'intéressent personne, n'excitent personne et ne servent personne. En fait, elles créent plus de problèmes qu'elles n'en règlent, ce qui est, vous me le permettez, légèrement contre-productif. J'ai aussi vécu dans un pays où la police avait trop de pouvoir arbitraire, où à peu près n'importe qui pouvait être arrêté n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quoi. Il n'y a pas 75 chemins différents pour arriver à un État policier. Le premier pas, c'est trop de pouvoir discrétionnaire aux services de sécurité en invoquant toutes sortes de menaces possibles et inventées. Ce pas-là, il ne faut pas le faire. Pourquoi commencer à faire des compromis sur nos libertés civiles maintenant, 11 ans après les événements du 11 septembre, alors que la guerre au terrorisme initiée par le président Bush est plus ou moins un épisode révolu? Pourquoi? Je vais citer un des témoins, M. Ishan Gardé, directeur exécutif du Conseil canadien en relations islamo-américaines. Et je cite, « Certains commentateurs juridiques sont d'avis que la détention préventive n'a d'utilité que dans un contexte bien restreint au Canada. Par contre, cette mesure présente des risques importants en ce qui concerne l'outrepassement des pouvoirs conférés à l'État, par exemple la capacité de détenir une personne pendant 72 heures. Mettre en péril les libertés civiles face à un danger potentiel qui ne s'est pas encore concrétisé finit par brouiller les limites entre les droits civils et des préoccupations concrètes en matière de sécurité nationale. » Fin de la citation. Autrement dit, et pour le répéter, c'est embarquer dans un train où on ne connaît pas très bien la destination. Nous n'avons dans ce pays jamais agi ainsi. Nous ne le ferons pas maintenant et nous ne le ferons jamais. Nous sommes plus intelligents que ça. Et s'il y a des menaces à déjouer quelque part, j'ai confiance que nos lois actuelles sauront faire le travail approprié. Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à quel point tout ça est un ramassis plutôt triste de pas grand-chose. Ce sont des choses qui ont déjà été débattues, contre lesquelles tout le monde s'entend, et c'est extrêmement décevant. Je suis en droit de m'attendre à ce que l'autre endroit, lorsqu'il juge approprié de déposer un projet de loi en cette Chambre, fasse l'effort de proposer des solutions pertinentes. Et ce n'est pas le cas ici. Je m'en désole énormément. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. The Honourable Member for Vancouver East. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And first of all, I'd like to thank my colleague for her very rational
fact-based arguments about this bill and why we should be opposing it. And I wanted to tell her that I was in Parliament in 2001 when the original anti-terrorism bill, Bill C-36, was basically rushed through Parliament. There was very little examination, and the one thing we were able to do was to get those sunset clauses included, so there would be a review on the two key issues about interrogation and preventative detention. And of course, this is now what's coming back to us after so many years of various attempts to have this legislation come back. So I'm very glad that she's given an overview of what this legislation is about. And I guess the thing that really bothers me is that what we see from this Conservative government is a pattern, that for every problem that they define, and it's not necessarily a problem, the only answer they can see is some new piece of criminal legislation. And this is exactly what's happening here. We know, for example, that this particular, the sunsetted clauses have actually only been used once. And so it really begs the question as to why these provisions are needed. And I think it's probably more important that we provide support to law enforcement agencies for enforcement, for intelligence gathering, rather than saying, well, the answer is another new law. And I wonder if the member would comment on that. And I liked her analogy that we're getting on a train with no idea where it's going. I think she was right on when she said that. Honorable députée de Louis Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Je remercie grandement ma collègue de Vancouver pour sa question. J'avais pas réalisé, mais c'est vrai qu'elle était là à l'époque, en 2001. Donc, je pense qu'elle peut nous offrir une perspective toute particulière en ayant pu être là lorsque cette loi a été votée en 2001. Et puis, je suis parfaitement d'accord avec elle qu'il y a quelque chose de vraiment tordu dans la façon avec laquelle les conservateurs réussissent à toujours trouver une nouvelle façon d'amener le code criminel dans toutes leurs affaires, puis la réponse à chacune des choses auxquelles on fait face, c'est toujours d'arriver puis de dire, ben voilà une nouvelle loi pour criminaliser ci, criminaliser ça. Alors que concrètement, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être faites, qui seraient beaucoup plus utiles et beaucoup plus pertinentes que ce genre de projet de loi-là. Alors, je la remercie énormément pour son travail et pour tout ce qu'elle peut faire sur le sujet. Merci. Questions et commentaires.